Des massacres de populations dans le cadre de conflits internationaux ou de guerres civiles, aux sévices exercés contre des minorités ethno-raciales ou ethno-religieuses, des attaques qualifiées de terroristes, aux représailles annoncées de l'antiterrorisme, des meurtres entre bandes rivales dans les quartiers populaires, à la brutalisation des citoyens par les forces de l'ordre lors de manifestations, des tortures infligées à des ennemis, aux travaux forcés imposés à des exilés, de la maltraitance des enfants aux abus sexuels contre les femmes, des agressions verbales aux humiliations ordinaires, la violence s'impose de manière omniprésente dans les sociétés contemporaines. Leur publicisation, à travers des mouvements sociaux, des associations de victimes, des enquêtes de reporters, des rapports d'organisations de droits humains et de plus en plus souvent des travaux de sciences sociales, la rend visible dans tous les espaces, de l'intime au global, même si cette logique de visibilisation s'accompagne toujours d'une autre symétrique d'invisibilisation. Chaque dévoilement de violence dans l'Église, dans le sport, dans les médias, dans la police, dans les prisons, est simultanément une révélation de ce qui était jusqu'alors occulté. Mais cette mise au jour, qui éclaire certaines pratiques, en opacifie souvent d'autres, plus ordinaires ou mieux protégées. Quoi qu'il en soit, la violence fait partie de notre environnement cognitif, des discours et des images qui nous entourent, des conversations et des débats qui nous animent ou nous divisent. Et si tel est le cas, ce n'est pas nécessairement parce que nos sociétés seraient plus violentes. En fait, formuler ainsi ce lieu commun n'a guère de sens, car il faut différencier les violences, beaucoup étant en déclin, tandis que d'autres, souvent les plus graves, sont au contraire en pleine expansion. Mais c'est parce que nous sommes plus exposés à leur réalité, que ce soit par leur politisation ou leur médiatisation, c'est-à-dire par leur présence croissante dans la sphère publique, résultant de l'action de gouvernants qui les instrumentalisent, de journalistes qui les révèlent, de militants qui les dénoncent, d'écrivains qui en font la matière de leurs romans, de poètes et d'artistes auxquels elles fournissent une source d'inspiration. L'énumération que je viens de présenter montre la diversité et même l'hétérogénéité des faits que recouvre la qualification de violence. Car qu'y a-t-il à première vue de commun entre le largage massif de bombes par une armée sur des populations civiles réfugiées dans une école et les coups infligés par un homme à sa compagne, entre le matraquage d'opposants au cours d'une marche pacifique de protestation et le viol d'adolescents dans une institution religieuse? Or, dans chacun de ces cas, on parle de violence. Certes, on peut arguer leurs manifestations physiques, de ce qu'elles affectent le corps des victimes, parfois jusqu'à le mettre à mort. La physicalité ou la corporéité serait alors le plus petit commun dénominateur de toutes ces expressions de la violence, indépendamment des circonstances particulières dans lesquelles elle est perpétrée et de la signification sociale qu'elle revêt pour les agents. Mais est-ce vraiment le plus petit commun dénominateur? Car si l'on pense aux insultes à caractère racial ou au harcèlement au travail, ce n'est ni la physicalité ni la corporéité qui est en cause, ou du moins l'est-elle indirectement, mais la personne en tant qu'elle est, précisément une personne, puisqu'il s'agit de dégrader l'estime de soi et de générer des réactions de honte pouvant aller jusqu'à la commission de suicide. Dans ces cas, il faudrait invoquer la dimension psychologique, voire morale, de la violence. Si l'on réunit l'ensemble de ces violences physiques et psychologiques, on pourrait dire que ce qui est à chaque fois en cause, c'est l'intégrité de la victime au sens de ce qu'il a défini dans son entièreté, en dehors de toute blessure corporelle ou morale. Cette caractérisation déjà très vaste suffit-elle toutefois à délimiter le périmètre de ce qu'on appelle violence? Rien n'est moins sûr. À vrai dire, ce sont les sciences sociales qui ont encore étendu le domaine de ce qu'on nomme ainsi, a notamment été identifié par le sociologue norvégien de l'université d'Oslo, Johan Galtung, une violence structurelle qui correspond aux causes sociales productrices de l'impossibilité de subvenir à ses besoins élémentaires en termes de logement, d'alimentation, d'éducation, de soins. La désigner de cette manière permet d'aller au-delà de la simple notion de pauvreté pour saisir une inégalité qui, de fait, cause bien plus de morts que les homicides. A également été reconnue par le professeur au Collège de France Pierre Bourdieu une violence symbolique,
qui s'exerce sur les individus tout au long de leur socialisation à travers l'intégration de normes, de valeurs, de croyances, conduisant à naturaliser les rapports de domination. La représenter de cette façon permet de dévoiler ces relations de pouvoir internalisées par l'habitus et dès lors acceptées. La liste que je viens progressivement de dresser, violence physique, violence morale, violence structurelle, violence symbolique, n'est assurément pas exhaustive. D'autres typologies émergent des théories critiques pour spécifier les mécanismes sociaux, les logiques politiques et les contextes historiques de la violence, coloniale, totalitaire, génocidaire, suprémaciste, révolutionnaire, d'État, mais aussi médicale, gynécologique, reproductive. Par la suite, donc, je développerai diverses expressions de la violence. En les mentionnant dans cette introduction, il ne s'agit pas d'établir un catalogue, mais simplement de justifier le titre du cours « Les formes de la violence ». La violence n'est pas une, elle est multiple, et plutôt que d'en proposer une théorie unifiée, comme nombre d'autres s'y sont essayés, je tenterai d'en dégager des lignes d'interprétation, de tirer les fils de cet écheveau de signification. En préparant ces cours, je me suis du reste rendu compte que dès mes premiers travaux ethnographiques, la violence en avait été un objet central. Au Sénégal, j'avais étudié le rituel d'Yola du Kangalen, que doivent accomplir les femmes qu'on suppose infertiles, qui perdent leur grossesse ou dont les enfants meurent en bas âge. Rituel qui mêle la violence d'un exil de plusieurs années loin de leur famille, de coups portés lors de la cérémonie d'incorporation, d'humiliations quotidiennes liées à leur obligation de jouer un rôle d'histrionne et à leur réduction à un statut d'animal, tous éléments dont elles garderont toute leur vie le stigmate. En Équateur, je m'étais intéressé à travers une histoire des pratiques obstétricales hospitalières au siècle dernier et une ethnographie de l'expérience de l'accouchement dans les maternités publiques aujourd'hui, à la violence du traitement du corps des femmes en milieu populaire, notamment des femmes indiennes de la région andine, aussi bien en termes d'atteinte à leur pudeur par l'exposition de leur nudité et à leur dignité par des commentaires offensants, que d'inflation des césariennes considérées comme menaçant à la fois leur capacité physique et leur activité procréative et pouvant conduire à leur répudiation. En Afrique du Sud, la pandémie de sida avait révélé le rôle des violences héritées au cours de près d'un siècle de ségrégation puis d'apartheid dans la dissémination de l'infection, et elle en avait réveillé la douloureuse mémoire, se manifestant par des réactions de méfiance à l'égard de la santé publique et des théories du complot, comme le suggérait le titre du livre « Quand les corps se souviennent ». Sur les multiples terrains que j'ai explorés à cette même époque dans la raison humanitaire, des politiques assistentielles du Fonds d'urgence sociale pour les personnes précaires en France, aux politiques compassionnelles pour la régularisation des étrangers malades, de l'état d'urgence pour venir en aide aux sinistrés d'une catastrophe naturelle au Venezuela, à la mission avortée d'une organisation non gouvernementale victime d'un enlèvement après l'invasion de l'Irak, les violences des États étaient toujours présentes, parfois subreptices, sous des dehors bienveillants, parfois flagrantes, dans les opérations de leurs forces armées. Avec l'étude de l'empire du traumatisme avec Richard Reichmann, c'était la trace psychique, mais également l'empreinte métaphorique des violences des guerres et des persécutions que psychiatres et récits donnaient à voir, notamment à travers les deuils liés à la mort des jeunes shahids tués lors de l'intifada al-Aqsa en Palestine et dans les requêtes adressées à la Cour nationale du droit d'asile par les candidats au statut de réfugiés en France. Le traumatisme étant alors un témoignage religieux dans le premier cas et une attestation légale dans le second. Plus tard, mes observations de longue durée de la police et de la prison pour la force de l'ordre et l'ombre du monde reconstituaient l'ordinaire du monopole de la violence physique légitime de l'État, selon la célèbre formule weberienne, à travers l'action des agents, d'un côté dans les quartiers populaires, de l'autre dans les maisons d'arrêt, mais aussi plus largement à travers les structures institutionnelles qui la sous-tendaient et rendaient possible par le biais de dispositifs juridiques, matériels et humains, organisant la répression des catégories populaires. Quant à mes travaux plus récents, Mort d'un voyageur sur le décès d'un homme de la communauté des gens du voyage abattu par une unité d'élite de la gendarmerie nationale,
et l'exil toujours recommencé avec Anne-Claire Defossé sur le contrôle de la frontière franco-italienne par des forces de l'ordre chargées d'interpeller et de refouler les personnes tentant de la franchir, là encore, la violence était inscrite, plus ou moins tragiquement, dans l'objet même de l'enquête. C'est dans une démarche non plus ethnographique, mais documentaire, que je me suis engagé pour tenter, d'une part, d'analyser l'extrême violence qui, dans les suites des attaques meurtrières en Israël du 7 octobre 2023, a abouti à la destruction de Gaza et à l'annihilation d'une partie de ses habitants, puis à l'extension de cette funeste campagne militaire à l'ensemble des territoires palestiniens et à plusieurs pays voisins, et d'autre part, d'appréhender l'acquiescement à cette brutalisation d'un peuple par la presque totalité des gouvernements des pays occidentaux et d'une part significative de leurs élites intellectuelles et médiatiques. L'archive ainsi rassemblée s'intitule « Une étrange défaite ». Si j'ai donc évoqué ces recherches conduites au fil des ans, c'est qu'elles ont nourri ma réflexion et nourriront les présentes leçons, mais comme vous le verrez, bien d'autres sources seront mobilisées. Après les épreuves de la frontière et la faculté de punir, les deux premiers cours que j'ai eu l'occasion de donner ici, les formes de la violence forment une sorte de troisième partie d'une trilogie. Trilogie de la face obscure des sociétés contemporaines, qui est aussi une trilogie de l'inégalité des vies, à quoi j'avais consacré ma première leçon inaugurale, qu'il s'agisse de celle des exilés, des minorités, des femmes, des catégories populaires, des populations civiles vues comme ennemies, et plus généralement de celles et ceux que l'on construit comme autres et que l'on réduit à cette altérité en fonction de leur origine, de leur couleur, de leur genre, de leur classe sociale, de leurs actions répréhensibles, de leur position dans un conflit armé. De cette face obscure, les sociétés contemporaines n'ont certes pas l'apanage, et l'histoire est une répétition de ces temps sombres au cours desquels la politique se construit sur la peur et l'horizon d'humanité se rétrécit. C'est l'un de ces moments que nous traversons, et il revient aux sciences sociales de s'efforcer de les comprendre et de les donner à comprendre. Mais avant de m'engager dans cette enquête, il me faut me pencher sur ce qui ne peut manquer d'apparaître comme une sorte de mystère scientifique. Comment interpréter, en effet, que les sciences sociales aient si longtemps ignoré la question de la violence? Comment l'expliquer au regard de l'omniprésence de cette dernière, aujourd'hui comme hier, ici comme ailleurs, dans les relations entre les personnes comme dans les relations entre groupes, voire entre les pays? Songeons par exemple, pour n'en donner que deux illustrations, l'une historique, l'autre contemporaine, que les États-Unis ont été en guerre pendant 229 des 246 années depuis leur création, soit 93% de leur brève existence, et que les Nations Unies ont dénombré 458 000 homicides dans le monde en 2021, soit 5 fois plus que dans l'ensemble des conflits armés au cours de la même période. Comment rendre compte donc de ce que pendant le premier siècle de leurs disciplines respectives, anthropologues et sociologues, je me limiterai essentiellement à ces deux disciplines, n'aient quasiment pas prêté attention à la violence? Qu'ils aient conduit leurs recherches dans des contrées lointaines, comme ce fut longtemps le cas des anthropologues, ou dans des sociétés industrialisées, comme les nommaient volontiers les sociologues, ils ont semblé ne pas voir la violence dans les mondes qu'ils étudiaient. Troublante cécité qui invite à une exploration de la production du savoir scientifique. Significativement, la violence est absente ou quasi absente de toutes les encyclopédies et dictionnaires consacrés à ces disciplines, ouvrages majeurs qui rassemblent pourtant une quantité considérable de matières anthropologiques et sociologiques, et ce jusque dans les années 70-80. 1970-1980. L'Encyclopedia of the Social Sciences, en 15 volumes et 9000 pages, dirigée par Edwin Seligman en 1930, comporte certes un article intitulé « Violence », au milieu des 1100 rassemblés, mais il s'agit d'une simple chronique des luttes sociales dont les références sont essentiellement Marx, Engels, Lénine et Trotsky, sans véritable approche historique, sociologique ou anthropologique.
l'International Encyclopedia of the Social Sciences, en 17 volumes, 9000 pages, édité par David Seals en 1968, ne dispose plus d'aucune entrée spécifique parmi le millier qu'elle contient, mais introduit seulement une mention dans l'index renvoyant à d'autres rubriques telles que la désobéissance civile, la communication de masse, la guerre et la paix, Frantz Fanon et Georges Sorel. Il faudra attendre la publication de The Social Science Encyclopedia en un volume de 900 pages d'Adam Cooper et Jessica Cooper, dont la première édition paraît en 1985, pour que la violence bénéficie d'une réelle place. Et si l'on examine les encyclopédies consacrées à une discipline particulière, le constat est similaire. Dans le millier de pages de l'ouvrage Anthropology Today, an Encyclopedic Inventory, coordonné par Alfred Kroeber en 1953, le mot violence n'apparaît même pas dans l'index. Et dans les 5 volumes de l'Encyclopedia of Sociology, établi par Edgar et Marie Borgata en 1992, un texte unique porte sur violent crime dans une perspective qui est strictement criminologique, pour laquelle l'objet est bien le crime plutôt que la violence. De même, dans le Anwärterbuch der Sozialwissenschaften allemand, en 12 volumes de 1965, il n'y a pas d'article pour Gewalt, le terme qui est habituellement traduit par violence, mais uniquement pour Gewaltenteilung, qui signifie la séparation des pouvoirs, sujet bien différent. En France, où les encyclopédies et dictionnaires des sciences sociales sont plus récents, la violence ne retient guère plus l'attention des maîtres d'œuvre. Le dictionnaire des sciences humaines de 1990 n'accorde sous cet intitulé qu'une douzaine de lignes, se contentant de mentionner la guerre selon Clausewitz, l'État selon Weber et la vie privée. Quant au dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie de 1991, il n'a même pas d'entrée correspondant à ce terme qui aurait pu se glisser pourtant entre visuel et Weber, dans un volume qui consacre en revanche 10 rubriques aux relations de parenté et d'alliance, thème traditionnel de la discipline. Un ouvrage fait cependant exception à cette loi du silence, c'est le Dictionnaire critique de la sociologie de 1982, qui accorde plusieurs pages et une liste de références sur le sujet de la violence. Si donc on fait débuter l'histoire de l'anthropologie avec Primitive Culture d'Edward Bernard Tyler en 1871 et Ancient Society de Lewis Morgan en 1877, et l'histoire de la sociologie avec Gemeinschaft und Gesellschaft de Ferdinand Tönnies en 1887 et de la division du travail social d'Émile Durkheim en 1893, donc nous sommes à la fin du XIXe siècle dans ces 4 cas, qui sont des choix discutables bien sûr, mais on peut affirmer que pendant les 100 premières années de leur existence, ces 2 disciplines ont ignoré la question de la violence. Cet oubli est assurément un fait remarquable. Il l'est au moins à 2 titres. Premièrement, la violence est depuis très longtemps au cœur des théories politiques et morales, de Nicolas Machiavel à Thomas Hobbes, de Karl Marx à Georges Sorel, de Walter Benjamin à Hannah Arendt. Et il semble surprenant que l'anthropologie et la sociologie aient pu se tenir à l'écart des discussions intenses qui, depuis des siècles, animaient la vie intellectuelle occidentale. Deuxièmement, et surtout, dans un XXe siècle qui a connu 2 guerres mondiales, un affrontement de grandes puissances sur 4 continents, des révolutions communistes débouchant sur des régimes totalitaires, des contre-révolutions militaires conduisant à des pouvoirs dictatoriaux, des luttes âpres pour les indépendances des anciennes colonies, des génocides dont seuls quelques-uns ont fait l'objet d'une reconnaissance internationale, on ne peut manquer de s'interroger sur le fait que la violence ait pu ainsi être éludée dans le travail des anthropologues et des sociologues. Par conséquent, que l'on se situe dans une perspective de champ scientifique, à savoir l'indifférence à l'égard des débats dans les disciplines voisines, ou dans une perspective de présence au monde, à savoir l'inattention au désordre des sociétés, il faut bien se rendre à l'évidence, ce mutisme dit quelque chose des épistémologies et des politiques des sciences sociales, de la façon dont elles abordent les faits sociaux, ce qu'elles en retiennent et ce qu'elles en négligent,
comment elles en parlent lorsqu'elles le font, pourquoi elles les taisent quand c'est le cas. Se pencher sur le silence presque complet de l'anthropologie et de la sociologie sur la question de la violence, c'est ainsi s'autoriser à porter un regard critique sur l'histoire de ces disciplines. Alors considérons d'abord l'anthropologie. Dans un célèbre article de 1991 intitulé « Missing the Revolution », Manquer la révolution, l'anthropologue états-unien de l'université de Stanford, Orrin Starn, s'étonnait de ce que parmi les dizaines d'ethnographes conduisant des recherches dans les Andes péruviennes, aucun n'ait perçu les prémices de ce qui allait devenir pendant 2 décennies la plus grande menace pour la sécurité du pays, à savoir l'insurrection conduite par une organisation maoïste, le Sentier Lumineux, qui fit au cours des décennies 1980 et 1990 plusieurs dizaines de milliers de victimes, essentiellement des paysans, pris entre les 2 feux de l'organisation révolutionnaire qui contrôlait des territoires de plus en plus étendus et des forces armées auxquelles le gouvernement avait laissé tout pouvoir sur la moitié du pays. Non que l'on puisse attendre des anthropologues qu'ils anticipent les événements, sans presser de préciser l'auteur, mais au moins aurait-il pu se rendre compte de l'insatisfaction croissante des habitants des zones rurales pauvres, de leurs invasions de terres et de leurs protestations, tous éléments constituant un terreau favorable au succès des groupes radicaux. En fait, selon Orrin Starn, les anthropologues du monde andin restaient prisonniers de ce qu'il appelle l'andinisme, à savoir une approche culturaliste des sociétés supposément inscrites dans les traditions à l'écart des mouvements de l'histoire, à quoi s'ajoutait une sensibilité persistante pour les formes symboliques et un intérêt croissant pour les enjeux environnementaux. Cette lecture opposant la culture andine et le monde occidental, la tradition avec ses pratiques rituelles et sa relation à la nature, et la modernité tumultueuse de la vie urbaine, rendait invisible l'effervescence de ces sociétés délaissées par la puissance publique et perméables aux idéologies révolutionnaires. Au-delà du seul cas péruvien, cette analyse pourrait aussi valoir pour l'anthropologie plus généralement, expliquant que ses représentants aient longtemps ignoré les phénomènes de violence dans les sociétés africaines, asiatiques, océaniennes, latino-américaines, au sein desquelles ils menaient leurs recherches, violences internes à ces sociétés, y compris dans les relations domestiques, et violences externes, celles de la colonisation, qui pouvaient atteindre des degrés extrêmes. L'évitement de la violence a également été souligné dans l'œuvre de l'anthropologue états-unien de l'Institute for Advanced Study de Princeton, Clifford Geertz, qui ne mentionne qu'en passant les massacres perpétrés au milieu des années 1960 par l'armée et les groupes paramilitaires, qui ont fait des centaines de milliers de victimes à Java et à Bali, là même où il conduisait ses enquêtes. La question se pose donc des raisons de ce déni des anthropologues. Des éléments de réponse ont été apportés dans un texte de 1991 très souvent cité, Anthropology and the Savage Slot, l'anthropologie et le créneau du sauvage, dans lequel l'anthropologue haïtien Michel Rolph Trouillot de l'université Johns Hopkins affirme que toutes les disciplines académiques ne créent pas leur champ sémantique de toutes pièces, mais s'inscrivent dans des configurations de sciences qui leur préexistent. L'anthropologie ne fait pas exception à la règle, ajoute-t-il, car elle remplit un compartiment préétabli d'un champ symbolique plus large, et c'est le créneau du sauvage, lequel appartient à l'imaginaire occidental et lui sert à se représenter l'autre. En effet, poursuit Michel Rolph Trouillot, depuis 1492, année de ce qui continue d'être appelé la découverte de l'Amérique quand il faudrait plutôt parler de l'invention de l'Amérique, penseurs et écrivains, de Montaigne à Rousseau, de Daniel Defoe avec ses Robinson et Vendredi à Bernard de Saint-Pierre avec ses Paul et Virginie, ont construit un mythe du bon sauvage contre les préjugés du cannibale barbare. Construction dont Montesquieu a inversé ironiquement la direction dans les Lettres persanes. C'est cet espace imaginaire qu'après les voyageurs, les explorateurs et les administrateurs coloniaux, les anthropologues ont à leur tour occupé au début du XXe siècle, s'attachant à saisir cette altérité radicale à travers des catégories ad hoc, telles que le primitif, la tribu, l'ethnie, et des focalisations exclusives sur la parenté, l'alliance, l'inceste.
Mais c'est surtout à la culture qu'ils ont associé leur discipline, permettant ainsi de tenir à distance, généralement avec bienveillance, cet autre si différent, si exotique aussi, tout en demeurant aveugle à la violence coloniale. Ainsi s'est établie cette dualité entre the West et the rest, selon la formule en usage en anglais pour énoncer comment se fait le grand partage. Cette ligne, donc, qui passe entre eux et nous, comme l'écrit l'anthropologue français Gérard Lanclus, n'est pas seulement tracée dans l'imaginaire social sous la forme hostile de la xénophobie ou généreuse de la philanthropie. Elle a longtemps été, et l'est encore plus ou moins dans la pratique anthropologique elle-même. Pendant des générations, l'ethnographe a appris puis pratiqué son métier sur la base de cette coupure entre elle ou lui et les membres de la société ou du groupe étudié. Il suffit de se rappeler la fameuse photo de l'anthropologue polonais et britannique de la London School of Economics, Bronisław Malinowski, le père de l'ethnographie, dit-on, assis sur un banc dans son costume blanc immaculé, en conversation avec 7 hommes des îles Trobriand, au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vêtus d'un simple pagne, pour saisir visuellement cette ligne de partage physique entre l'anthropologue et ses, entre guillemets, informateurs, selon l'expression en usage. Il suffit de lire son journal, qui n'était toutefois pas destiné à être rendu public, pour se rendre compte également de la ligne de partage moral entre eux, lorsqu'exprimant son agacement à l'encontre des Trobriandais, il a cette formule empruntée au Kurz de Joseph Conrad dans Au cœur des ténèbres. Dans l'ensemble, mes sentiments à l'égard des indigènes tendent résolument vers exterminer ces brutes. Répondant à ses détracteurs qui le critiquaient d'avoir publié ce texte, contre donc l'avis de Malinowski, l'anthropologue néo-zélandais Raymond Firth, qui en avait été le collègue à la London School of Economics, écrivait que c'était pourtant, je le cite, une contribution hautement significative à la compréhension de la position et du rôle du chercheur de terrain en tant que participant conscient à la situation sociale dynamique dans laquelle il est lui-même pris. Certes, depuis les années 1910, lorsque ce journal a été écrit, les choses ont bien changé dans la pratique des anthropologues, ne serait-ce qu'en raison du fait que celles et ceux parmi lesquels leurs enquêtes se déroulent leur demandent désormais des comptes. Mais la nécessaire réflexivité qu'implique le travail ethnographique impose d'analyser ce qui demeure de cette ligne épistémique et politique, physique et morale, séparant le sujet enquêteur et les sujets enquêtés, et les conséquences qu'elle a sur la production du savoir anthropologique. Car au long de l'histoire de la discipline, cette production élaborée à travers une représentation de l'altérité a inévitablement conduit à des formes plus ou moins marquées d'essentialisation des autres, qu'on a souvent identifiées par des ethnonymes, les Trobriandais, les Nuer, les Diola, les Nambikwara, les Achuar. Usage à propos duquel l'anthropologue français Jean Bazin avait ironisé dans un essai intitulé « À chacun son Bambara ». Cette essentialisation a trouvé son expression la plus pure dans le concept de culture qui visait à analyser les traits supposés singulariser chaque société étudiée. À cet égard, il faut cependant se souvenir que c'est bien sûr contre l'approche ethnocentrée et téléologique de l'évolutionnisme, selon lequel toutes les sociétés suivent un développement similaire les faisant passer du monde primitif à la civilisation moderne, et contre l'approche contraire mais également réductrice du diffusionnisme, selon lequel les mêmes schèmes sociaux se retrouvent en différents lieux du fait de leur propagation et de leur appropriation, que les anthropologues ont au long du XXe siècle et jusque dans les années 1980 tenté de proposer des théories alternatives susceptibles de rendre intelligibles les logiques sous-tendant l'organisation de l'activité et de l'esprit des êtres humains en société. Fait remarquable, ces théories ont presque toutes privilégié une lecture qu'on peut dire conservatrice, au sens où elles cherchaient plus à établir des permanences qu'à saisir des ruptures. Le culturalisme, bien sûr, s'est efforcé de reconnaître le style, comme on le disait, particulier de chaque société, ces patterns of culture, comme l'écrivait l'anthropologue états-unien de l'Université de Columbia, Ruth Benedict.
Le fonctionnalisme s'est intéressé aux relations entre les institutions sociales et le système social, considérant que les premières, les institutions, permettaient d'assurer la stabilité du second, le système, ainsi que l'affirmait l'anthropologue britannique de l'Université d'Oxford, Alfred Reginald Radcliffe Brown. Quant au structuralisme, tel que développé au Collège de France par Claude Lévi-Strauss, il a établi l'existence de structures mentales et de structures sociales constituant un nombre limité de systèmes culturels et s'exprimant dans la parenté, la mythologie, la religion, l'art et même les pratiques culinaires de sociétés qualifiées de froides, c'est-à-dire réputées échapper au mouvement anthropique du monde moderne. Aussi différentes soient-elles, toutes ces théories ont en commun de se concentrer sur ce qui assure l'unité et la continuité des sociétés. C'est d'ailleurs le reproche que leur ont adressé les anthropologues marxistes qui, à partir des années 1980, avec Eric Wolf à CUNY, la City University of New York, et Sidney Mintz à l'université de Yale, ont analysé les sociétés paysannes et leur révolte contre l'exploitation capitaliste. Un exemple classique de la tendance conservatrice est l'étude de l'excellent anthropologue états-unien de l'Université de Chicago, Robert Redfield, qui a consacré en 1930 une enquête au village mexicain de Tepoztlán, dont il a célébré la tradition et l'harmonie, interprétation plus tard contestée par d'autres auteurs. Ainsi, l'anthropologie a-t-elle longtemps été une discipline de l'ordre social, dans laquelle le désordre que représente la violence n'avait guère sa place. La culture donnait à chaque société son identité, les fonctions assuraient la cohésion du système social et les structures manifestaient des lois universelles régulant le monde social. C'est au fond au moment où l'ambition de théories suffisamment générales pour fournir un cadre systématique d'analyse des sociétés a été abandonnée, où l'épistémologie s'est déplacée de l'application de modèles à une attention aux faits, où le regard s'est porté sur les irrégularités et les conflictualités, que la violence est progressivement apparue. Cette révélation tardive est d'autant plus troublante que pendant les décennies où les anthropologues enquêtaient sur des terrains en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, y compris du Nord, puisque le père de la discipline aux États-Unis, l'anthropologue allemand Franz Boas, a conduit son travail empirique parmi les groupes amérindiens de Colombie-Britannique. Donc, les conditions même de possibilité de leur recherche étaient liées à l'histoire des violences de la colonisation, des empires et des génocides. Non que les anthropologues en aient été toujours les complices, comme certains l'ont affirmé, non sans justification toutefois dans certains cas, même si cette complicité était seulement intellectuelle, mais ils en ont été les observateurs participants et les prolifiques bénéficiaires, comme le rappelle l'important ouvrage collectif Anthropology and the Encounter, l'anthropologie et la rencontre, dirigé par l'anthropologue d'origine saoudienne de CUNY, Talal Assad, en 1973. D'ailleurs, cette réalité n'avait pas été éludée par tous, qu'on pense au Britannique Max Gluckman, fondateur de l'école de Manchester, qui, dès 1940, analysait la relation entre colonisateurs et colonisés en Afrique du Sud, parlant de situation coloniale d'Afrique australe, ou au Français Georges Ballandier, professeur à la Sorbonne, qui en 1951 consacrait un article influent à ce qu'il nommait la situation coloniale, dont il rappelait le caractère radicalement conflictuel et la base raciale. Mais ces approches critiques qui réintroduisaient l'histoire des rapports de domination n'allaient cependant pas jusqu'à proposer une ethnographie de la violence. Si l'on se tourne maintenant vers la sociologie, ce sont en partie des raisons similaires à celles discutées à propos de l'anthropologie et en partie des raisons spécifiques à cette discipline qui rendent compte de l'absence d'attention prêtée à la violence. Il faut pourtant rappeler qu'au début du XXe siècle, deux sociologues allemands avaient ouvert la voie avec des recherches sur ce thème. D'une part, Georg Simmel publie en 1908 un texte intitulé Der Streit, le conflit, en français le conflit, dont il est significatif qu'il n'ait été redécouvert que près d'un demi-siècle plus tard aux États-Unis et plus de 8 décennies après sa première parution en France. S'appuyant sur des exemples concernant des relations aussi bien entre individus ou groupes qu'entre nations, l'auteur y développe une théorie selon laquelle, contrairement à la vision commune qui n'en reconnaît que la part destructive, le conflit
comporte également une part intégrative, à la fois en produisant une cohésion interne contre l'ennemi et le danger qu'il représente, et en impliquant en principe certaines normes qui régulent les relations entre les parties, qu'il s'agisse de lutte syndicale ou de guerre. Et d'autre part, Max Weber développe en 1919, dans sa conférence Politik als Beruf, en français la politique comme vocation, la formule mémorable qui fait de l'État, je le cite, cette communauté humaine qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime. Pour lui, l'État ne se définit pas par ses finalités, qui varient dans le temps et même selon les circonstances, mais par le moyen dont il dispose, sinon pour empêcher, du moins pour rendre illégitime tout usage de la force physique dans un cadre conflictuel en dehors de ses propres prérogatives, par l'intermédiaire de sa police, voire de son armée et de ses institutions pénitentiaires. Le texte de Simmel a nourri la sociologie du conflit et la conférence de Weber, la sociologie de l'État, l'un et l'autre, dans une approche qui mettait toutefois à distance la violence en tant que telle, dans le premier cas en soulignant sa fonction intégrative et dans le second en insistant sur son usage légitime. Il faudrait donc remonter un peu plus loin dans le temps pour trouver une théorie sociologique qui mette véritablement en avant sa dimension antagonique, à savoir dans les écrits de Karl Marx et Friedrich Engels sur la violence révolutionnaire. Les sociologues ont pourtant semblé oublier pendant une longue période ces précurseurs allemands. Un premier ensemble de raisons généralement avancées pour expliquer cet oubli tient aux théories dominantes qui se sont développées dans la sociologie au long du XXe siècle. L'héritage durkheimien a été décisif dans la formation du fonctionnalisme aux États-Unis de Talcott Parsons, le sociologue de l'université de Harvard, Robert Merton, son collègue de l'université de Columbia. Or, cette approche de la société a été centrale dans la discipline pendant au moins un demi-siècle. Qu'est-ce que le fonctionnalisme en sociologie? On peut reprendre les 5 critères qu'en donne le sociologue Whitney Pope de l'université de l'Indiana. La société se compose de parties reliées entre elles, elle tend vers un équilibre du système ainsi défini, elle rend possible la réalisation d'un ordre social, ces structures contribuent à le perpétuer sans heurts, et la recherche de convergence et de consensus assure sa stabilité. Ces 5 éléments sont présents dans les travaux d'Émile Durkheim, pour lesquels les institutions sociales doivent être comprises du point de vue des fonctions qu'elles remplissent pour donner à la société les conditions sociales de leur propre existence. Ce qui perturbe ces conditions, qu'il s'agisse du suicide ou de la criminalité, relève d'une anomie qui doit être corrigée par le rétablissement de la cohésion sociale dans le premier cas et l'instauration d'un dispositif pénal dans le second. C'est cette même perspective de recherche de ce qui fait système dans le monde social et de ce qui en préserve l'équilibre que se sont inscrits Talcott Parsons et Robert Merton, le premier édifiant une imposante et totalisante théorie de la société, le second se montrant plus attentif aux données empiriques dans son analyse. Dans cette lecture de l'ordre social, il était donc difficile de penser la violence. Même les critiques du fonctionnalisme et de sa vision conservatrice des sociétés n'échappaient pas complètement à son emprise. Ainsi, le sociologue allemand de l'université de Brandeis, Louis Koser, s'inspirant de Georg Simmel, défend une sociologie du conflit. Mais il le fait en montrant que le conflit, comme l'avait fait Simmel, lorsqu'il est interne au groupe, permet l'expression d'hostilité et la création de nouvelles normes, et lorsqu'il lui est externe, consolide les frontières et renforce les solidarités, participant ainsi de l'énergie et de la créativité des sociétés. L'analyse des fonctions du conflit en fait, par conséquent, pour Lewis Koser, un facteur positif qui contribue à la dynamique sociale, l'étude de la violence se trouvant donc explicitement écartée. Il y a donc, je crois, une logique institutionnelle, elle-même tributaire d'enjeux théoriques, dans cet évitement au sein de la sociologie états-unienne. On peut de même examiner la manière dont cet évincement s'est produit en France,
ce qui s'impose d'autant plus que, comme le rappelle l'historien néerlandais, directeur de recherche au CNRS, Johan Heilbronn, dans l'ouvrage qu'il consacre à cette discipline, je le cite, « La sociologie est une invention française ». Il y montre notamment que pendant la première moitié du XXe siècle, l'influence de Durkheim est prépondérante, quand bien même apparaissent progressivement des divergences entre ses élèves et des critiques de leur maître à penser, auxquels certains reprochent précisément son obsession de l'ordre social. Il faudra attendre les années 1960 et surtout 1970 pour que cet ordre social soit mis en cause dans un contexte d'intense mobilisation qui s'exprime dans de nombreux secteurs de la société, de l'usine à l'université, et dans une effervescence des sciences sociales où se mêlent des approches contradictoires, les unes sensibles à la cohésion et à la permanence des institutions, les autres attentives au contraire aux protestations, aux rapports de pouvoir et à la reproduction des inégalités. Un deuxième ensemble de raisons, en dehors de ces raisons théoriques, invoquées pour expliquer la longue parenthèse du désintérêt des sociologues pour la question de la violence, renvoie à une certaine conception de l'histoire qui s'est imposée au sein de la discipline et au-delà, à savoir celle d'une progressive pacification des sociétés. Entretenue par certains travaux de sciences sociales et par une interprétation contestable parfois de ces travaux, une sorte de lieu commun évolutionniste énonce que, entre guillemets, la modernité se caractérise par le déclin continu de la violence sous toutes ses formes, en opposition avec les relations sociales prémodernes habituellement dépeintes comme manifestant des expressions désinhibées des émotions et un usage débridé de la violence, selon la formule du sociologue irlandais de l'Université College London, Sinisa Malešević. Cet évolutionnisme peut prendre la forme d'une comparaison entre l'ici et l'ailleurs, aussi bien qu'entre le passé et le présent. Il peut se référer à des récits de voyageurs dans des sociétés autrefois désignées comme primitives, comme aux guerres civiles sur le continent latino-américain, aux jeux du cirque de l'Empire romain, comme aux supplices publics de l'époque médiévale. Et donc, contrastant ces pratiques cruelles et mortifères, les sociétés contemporaines, notamment occidentales, seraient donc devenues moins violentes. À l'appui de cette représentation, on fait bien sûr appel à la théorie de Max Weber, selon laquelle l'État est le seul investi de l'usage légitime de la force physique, laquelle s'accompagne du droit d'interpeller, de sanctionner la personne ou le groupe violent qui ne respecterait donc pas ce monopole. Le dispositif pénal apparaît ainsi comme dissuasif avec pour effet un recul de la criminalité, du moins est-ce la conclusion que l'on tire de cette théorie. Mais cette évolution ne procède pas seulement de la puissance publique et de l'obéissance qu'elle implique ou de la peur qu'elle inspire, elle correspond à des changements plus profonds de ce que les historiens appellent des mentalités, les anthropologues des cultures et les sociologues des habitus, à savoir une moindre tolérance de la violence et de la souffrance qu'elle provoque. Et il est alors habituel de se référer à la thèse de la civilisation des mœurs, présentée par Norbert Elias dans un ouvrage éponyme, dont l'influence a été considérable, quoique tardive, car le livre est paru en allemand en 1939, mais ignoré du fait de la guerre, il n'a commencé sa carrière publique que 3 décennies plus tard, lorsqu'il a été traduit en anglais, puis en français, et finalement réédité en allemand. Il faut entendre ici le mot civilisation dans un sens processuel, l'acte de civiliser, et non pas comme un aboutissement de cet acte quand on parle par exemple de la civilisation islamique ou européenne. Selon cette thèse, un large éventail de pratiques ordinaires se sont transformées du fait de changements intervenus à la fois dans l'expérience mentale et dans la sphère politique, sous l'effet de la diffusion de règles de civilité et de l'évolution des structures sociales. Ces pratiques vont de la manière de se tenir à table, de contrôler les fonctions naturelles, de parler de la sexualité, de dévoiler sa nudité et finalement de faire preuve d'agressivité. Dans ce dernier exemple, la maîtrise des pulsions résulte, pour Norbert Elias, à la fois de l'existence d'une autorité étatique susceptible d'intervenir en cas de débordement et de la modification des sensibilités rendant ces excès malvenus.
Ce processus intervient aussi dans un contexte de réorganisation de la société, avec, dans le cas de la noblesse, la conversion du chevalier du Moyen-Âge en courtisan à l'âge classique, la violence manifestée par le premier s'effaçant pour laisser place à la distinction recherchée par le second. Faut-il cependant voir dans cet essai important un facteur explicatif du silence des sociologues autour de la violence, comme l'affirme la sociologue britannique de l'Université de Londres, Sylvia Walby. Le fait qu'il n'ait été connu et discuté qu'à partir des années 1970, ce livre sur la civilisation des mœurs, inviterait plutôt, en tenant compte de cette chronologie, à penser la relation de causalité dans le sens inverse. C'est parce que l'idée commune d'une pacification des sociétés était depuis longtemps présente dans la société que la thèse de la civilisation des mœurs, qui la confirmait de façon érudite, a contribué à légitimer l'indifférence à la violence. Il est d'ailleurs, si l'on ose dire, ironique que Norbert Elias, un juif allemand qui avait quitté son pays en 1933 après que les nazis, dès leur arrivée au pouvoir, avaient fait fermer l'institut où il était l'assistant de Karl Meinheim, ait écrit un tel livre au cours des années suivantes, alors que des pogroms antisémites se produisaient et que les conquêtes militaires s'étendaient. Mais plus largement, que l'on y voit l'influence de Max Weber ou de Norbert Elias, il demeure significatif que les sociologues n'aient pas jugé urgent de développer des programmes de recherche sur la violence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de ses génocides, alors que s'amorçaient les grandes manœuvres de la décolonisation, souvent dans le cadre de guerres de libération. Que l'on se tourne vers l'anthropologie ou la sociologie, on trouve donc, jusque dans le dernier quart du XXe siècle, un mutisme analogue à l'endroit de la violence, pourtant omniprésente dans l'environnement de celles et ceux qui pratiquent ces disciplines. Et lorsqu'on essaie de comprendre ce mutisme, on découvre des logiques voisines, liées non seulement aux théories dominantes en vigueur dans cette longue période de formation et d'expansion des sciences sociales, mais également aux représentations communes qu'anthropologues et sociologues se faisaient des sociétés et de ce qu'elles devaient être en termes d'unité, d'identité et de cohésion. Car aussi élaborées que fussent ces théories, et toutes ne l'étaient pas, mais elles étaient également imprégnées des représentations qui forment le sens commun et donc les préjugés d'une époque, qu'il s'agisse de sociétés culturellement éloignées ou proches. Et quels que fussent leurs efforts pour produire une connaissance scientifique sur les faits sociaux, dont le modèle restait encore chez beaucoup celui des sciences naturelles, chercheuses et chercheurs respiraient, et c'est bien normal, l'air de leur temps, hier comme aujourd'hui. S'il leur arrivait d'influer par leurs travaux sur les développements de leur société, ils en étaient plus souvent le reflet. Mais il faut aller plus loin dans l'analyse, car derrière les idées, il y a toujours des personnes. Dans un ouvrage majeur de 1997 intitulé The Racial Contract, le contrat racial, le philosophe jamaïcain Charles Mills, qui fut notamment professeur à l'université Northwestern, puis lui aussi à CUNY, s'interroge sur les conditions dans lesquelles sa discipline est enseignée. Je le cite. Un cours de philosophie standard à l'université commence avec Platon et Aristote, dit peut-être quelque chose d'Augustin, de Thomas d'Aquin et de Machiavel, passe ensuite à Hobbes, Locke, Mill et Marx, et se conclut avec Rawls et Nozick. Il initie aux notions d'aristocratie, de démocratie, d'absolutisme, de libéralisme, de représentation, de socialisme, de capitalisme social, de théorie libertarienne. Mais qu'il couvre plus de 2000 ans de pensée politique occidentale et parcourt tout l'éventail supposé des systèmes politiques, il n'y sera jamais fait mention du système politique de base qui a façonné le monde des derniers siècles, et cette omission n'est pas accidentelle. Fin de citation. Cette absence, donc, poursuit-il, c'est le contrat racial qui a défini et légitimé les rapports entre les hommes blancs et les minorités ethno-raciales sur tous les continents, à travers les conquêtes, les colonisations, l'esclavage, la ségrégation, l'apartheid, l'indigénisme, l'authenticité culturelle supposée et la prétendue identité nationale. Dans le cas états-unien, d'après les termes de ce contrat, je le cite,
les Blancs ont convenu de ne pas reconnaître les Noirs comme leurs égaux, mais alors, poursuit-il, comment expliquer qu'on n'enseigne pas le suprémacisme blanc en tant que système politique? Pour lui, cette cécité, je le cite encore, reflète le fait que les manuels et les cours ont pour l'essentiel été écrits et conçus par des auteurs blancs qui considèrent leur privilège racial comme allant tellement de soi qu'ils ne voient pas même comme politique, comme forme de domination. Fin de citation. Car à l'inverse du côté des sujets de cette domination, souligne-t-il encore, le contrat racial est bien perçu par eux pour ce qu'il est et comme ce contre quoi ils doivent lutter. Cette asymétrie des points de vue leur permet ainsi d'avoir sur le monde une perspective dédoublée qui leur fait appréhender la disjonction existant entre la réalité officielle blanche et l'expérience réelle noire. Ce sont encore ces termes. C'est ce que dans son livre pionnier « The Souls of Black Folks », l'âme des Noirs, le sociologue et historien états-unien W.E.B. Du Bois, qui s'écrit Dubois, qui fut le premier docteur noir de l'université de Harvard en 1895, décrit comme une double conscience. Que l'identité des producteurs de savoir soit un élément déterminant dans ce qu'ils peuvent reconnaître et ce qu'ils ne peuvent que méconnaître n'est toutefois évidemment pas spécifique aux minorités ethno-raciales. Et d'ailleurs, Charles Mill lui-même le mentionne, je le cite, « Les philosophes politiques féministes ont documenté la saisissante uniformité d'opinion des théoriciens classiques sur la subordination des femmes, au point qu'aussi polarisées que puisse être leur position sur d'autres questions aujourd'hui, elles sont toutes d'accord sur ce point. » Il existe donc, selon lui, une véritable épistémologie de l'ignorance au cœur de la production de connaissances sur le monde, et cette épistémologie de l'ignorance est incarnée dans les individus qui élaborent cette connaissance. À la lumière de cette analyse, on peut supposer que si dans les premières décennies de leur existence, l'anthropologie et la sociologie avaient compté dans leur rang des femmes ou des hommes racisés ou ethnicisés, ayant fait l'expérience directe ou indirecte de la colonisation ou de l'esclavage, de la ségrégation raciale ou de la répression policière, l'étude des sociétés aurait été alors différente. Ce qui est occulté serait devenu visible, ce qui est tu aurait trouvé une expression. Et peut-être la violence n'aurait-elle pas été prise dans cette épistémologie de l'ignorance. C'est ce que suggèrent les développements théoriques dans des champs extérieurs aux sciences sociales qui les ont cependant fortement influencés, dans un second temps en tout cas. On sait le rôle qu'ont joué le Trinidadien C.L.R. James, le Guyanais Walter Rodney, les Martiniquais Aimé Césaire et Franz Fanon, les États-Uniens James Baldwin, Audre Lorde, Angela Davis, Cedric Robinson, qui par leur double position d'intellectuels et d'activistes ont contribué au renouvellement critique de l'anthropologie et de la sociologie aux confins desquels ils se trouvaient, en dévoilant les logiques de la violence raciste et de la discrimination raciale, comme l'ont fait également Edward Said sur les préjugés sur les Palestiniens dans la société états-unienne et Audra Simpson sur l'invisibilisation des Amérindiennes dans les mouvements féministes nord-américains. Certes, au sein des sciences sociales, le sexe féminin et les minorités ethno-raciales ont eu quelques représentants ou représentantes dans la première moitié du XXe siècle. Mais comme l'a montré la sociologue de l'Université du Nebraska, Mary Jo Deegan, dans le cadre de l'histoire des femmes en sociologie aux États-Unis, ces dernières ont été victimes d'une institution académique patriarcale, marginalisées dans leur département, discriminées au sein de leur association professionnelle, menant souvent une autre activité de travailleuse sociale et finalement oubliées dans les anthologies, les dictionnaires et les encyclopédies, sauf dans le cas de la sociologue et militante de l'Université de Chicago, Jane Addams, qui publia des articles dans l'American Journal of Sociology, donna des conférences à l'American Sociological Association et reçut le prix Nobel de la paix en 1931. Il en est de même des minorités ethno-raciales victimes d'une institution académique discriminante qui pendant longtemps ne leur a même pas fait de place dans les études. L'université de Princeton, n'acceptant pas les Afro-Américains avant la Seconde Guerre mondiale, et a fortiori, n'ayant pas voulu d'elles parmi leurs professeurs, le premier enseignant noir n'y a été recruté qu'en 1955.
Il faut ajouter qu'au cours des dernières années, les établissements d'enseignement supérieur états-uniens se sont montrés bien plus accueillants que de ces minorités que ne l'ont été leurs équivalents français, au moins jusqu'au début de 2025. Mais il y a à cet égard une forme d'ironie dans la politique européenne actuelle d'accueil des chercheuses et chercheurs états-uniens qu'on dit menacés, dont on a eu une manifestation hier, alors même que cet accueil exclut celles et ceux des sciences humaines et sociales qui sont, aux États-Unis, victimes de la répression intellectuelle. Il ne s'agit pas, cependant, d'inférer de ce que je viens de rappeler après Charles Mills, d'inférer mécaniquement une relation causale entre les caractéristiques sociales d'une chercheuse ou d'un chercheur et le travail scientifique qu'elle ou il produit. De nombreux autres facteurs interviennent dans le choix des objets sur lesquels ils conduisent leur recherche, facteurs parmi lesquels la socialisation intellectuelle joue un rôle important. Et pour se tourner vers les femmes en anthropologie, dans la première moitié du XXe siècle, tout en imprimant leur marque originale, Ruth Benedict aux États-Unis et Irawati Karve en Inde, ont de fait suivi les voies ouvertes par Franz Boas pour la première et par Govind Sadashiv-Ghuriye, lui-même formé à Cambridge, pour la seconde. C'est dire que, dans leur cas, la continuité prévalait sur la rupture, la reproduction sur la contestation. Il ne reste pas moins que l'homogénéité ethno-raciale et genrée de l'anthropologie et de la sociologie a longtemps contribué à un certain conservatisme de leur vision du monde. Pour conclure, au début de son livre de 1975 intitulé « Beginnings », commencement, l'universitaire palestinien états-unien Edward Said, dont l'ouvrage ultérieur « Orientalism » est le classique de la littérature postcoloniale, observe, je le cite, « Tout écrivain sait que le choix d'un commencement pour ce qu'il va écrire est crucial, non seulement parce qu'il détermine beaucoup de ce qui suit, mais aussi parce que le début d'une œuvre est en pratique l'accès principal à ce qu'elle a à offrir. De plus, un commencement établit des relations avec des œuvres déjà existantes, relations qui peuvent être de continuité, d'antagonisme ou d'un mélange entre les deux. » Fin de citation. En ouvrant donc ce cours sur les formes de la violence par une discussion non pas de la violence elle-même, mais de la manière dont les sciences sociales l'ont pendant très longtemps éludée, évitée, esquivée, alors que, telle la lettre volée d'Edgar Poe, elle était sous leurs yeux, omniprésente et inquiétante, j'ai voulu me livrer à ce travail d'examen rétrospectif critique que je crois indispensable, car il nous rappelle la manière dont tout savoir est constitué, a fortiori s'il porte sur des sociétés. Pour mieux comprendre les mondes sociaux, il faut se pencher sur les disciplines qui en produisent la connaissance, avec leurs points aveugles et leur silence troublant, et donc leur épistémologie de l'ignorance. Je vous remercie.